Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle contribution sur l'électrostatique. J'ai proposé un QCM qui est très long, 41 questions. Donc c'est difficile d'écrire le corrigé de toutes ces questions-là. Ce type de corrigé nécessite en fait une discussion directe avec les étudiants. Donc s'il y a des étudiants qui sont intéressés, ils peuvent m'envoyer leur souhait par mail. Voilà mon mail. Mais je vais vous donner la réponse aux 10 premières questions dans cette vidéo-là oralement. Bien. Première question. On vous demande si on double la distance entre deux corps, la valeur de la force, est-ce qu'elle double, reste inchangée, divisé par 2, divisé par 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? C'est juste la formule de la force d'interaction entre deux charges. Elle dépend de 1 sur d carré. Donc, si je remplace d par 2d, l'autre force va être 1 sur 2d au carré, ça veut dire 1 sur 4d carré. Donc, il va être divisé par 4. Et la bonne réponse, c'est la réponse D. Question suivante. Là, on vous dit quel est le champ électrique en C, milieu de AB. Les deux points A et B sont distants à 2 mètres. Donc là, il faut d'abord représenter... quelles sont les propositions d'abord? Les propositions sont A, le champ est nul. Donc déjà, si vous connaissez que le champ part de la charge positive vers l'extérieur, et pour une charge négative, le champ est toujours dirigé vers la charge, donc il ne peut pas être nul. Maintenant, on vous dit le champ vaut 18 000 volts. Bon, je sais que le champ 1 sur 4 pi epsilon 0 c'est 9, 10 puissance 9. Si vous calculez Q sur 1 au carré, c'est-à-dire 10 moins 6, 10 moins 6 fois 2, donc 2 10 moins 6 parce que j'ai deux charges, ils sont à la même distance de 1 mètre. Donc 2Q, ça sera 2 10 moins 6 divisé par 1 fois 9 10 puissance 9, ça vous donne exactement 18 000. Mais là, c'est une question piège. Pourquoi? Parce qu'on vous dit quel est le champ électrique. Le champ, c'est un vecteur. Ça, c'est uniquement le module. Si la question c'était quel est le module du champ électrique, il fallait répondre C. Mais là, il faut répondre B, mais puisqu'on ne demande pas le module, la question c'est le champ électrique. Un champ, il a un module, point d'application et une direction. D'accord? Et un sens. Là, 18 000, ça ne renseigne pas sur le sens ni sur la direction. Donc la bonne réponse ici, c'est aucune des deux réponses n'est correcte. Si jamais la question quel est le module du champ électrique au point C, il faut répondre la réponse B. Bien. Là aussi, ce sont des questions simples. La force électrostatique entre deux objets dont la charge est pour chacune est de 1 coulomb, considérée comme ponctuelle, et distance de 1 cm. Là, vous savez que la force, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Ce terme, c'est 9 fois 10 puissance 9. Le produit des charges, c'est 1. La distance, c'est 10 moins 2. Donc, ça vous donne bien sûr la bonne réponse, c'est 10 moins 2 divisé par en haut, vous remontez en haut 10 puissance 2 au carré, donc c'est 1 cm, c'est 10 moins 2, au carré c'est 10 moins 4. Lorsqu'il remonte au numérateur, 10 moins 4 multiplié par 9 10 puissance 9, ça vous donne 9 10 puissance 9 fois 10 puissance 4. Donc la réponse, c'est la réponse A. Maintenant, vous avez un plan infini. Le champ au voisinage du plan, est-ce qu'il vaut sigma sur epsilon 0 ou sigma sur 2 epsilon 0? Là aussi, c'est une question piège. Quand est-ce qu'on a sigma sur epsilon 0? C'est au voisinage d'un conducteur en équilibre. Là, on ne parle pas d'un conducteur, on parle d'un plan chargé avec sigma. Et nous avons vu dans le cours que le champ est apport module sigma sur epsilon 0. Il a pour module sigma sur epsilon 0. Donc la réponse, c'est la réponse B. Cinquième question. On considère un champ électrique dont la norme varie selon l'axe des x, 5x carré. Donc vous avez un axe x. D'accord. On va prendre l'origine ici par exemple. Le champ ici, il est nul. Là, il vaut
5 fois 5 au carré, 25 fois 5, vous calculez la valeur 75, je crois, ou 125. Bon, c'est une valeur supérieure. Donc vous voyez que le champ, le déplacement croissant des champs, c'est celui-là. Le champ augmente dans ce sens-là. Bien, quelle est la différence de potentiel entre les points x égale à 1 cm et x égale à 3? Différence de potentiel entre ces deux points. D'abord, est-ce que c'est le potentiel au point 1 qui va être supérieur au point 3 ou l'inverse? Puisque vous savez que le champ se déplace toujours vers le potentiel décroissant, donc le potentiel au point 1 il est supérieur au potentiel au point 3. Donc V1 moins V3 va être positif. Donc tout de suite, éliminez la réponse moins 40. Donc vous avez déjà 50% de répondre correctement. Après, il suffit de calculer, bien sûr, d de V c'est moins E d de x. L'intégrale entre 1 et 3 d 2 de V, ça vous donne V3 moins V de 1. Mais avec le signe moins 2 moins E d de x, ça va vous donner V3 moins V de 1. C'est l'intégrale. L'intégrale entre 1 et 3 de 5x carré d de x. Ça, tout le monde, je pense, sait comment le calculer. Et vous allez trouver x carré, vous voyez c'est difficile, bon, x carré d de x, vous allez trouver la réponse, c'est plus 43,35 volts. Donc là, on pourrait donner une réponse, une question intermédiaire ici, V1 supérieur à V3, V1 égale à V3, V1 inférieur à V3. Il faut savoir que le champ se déplace toujours du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. C'est pourquoi vous avez le signe moins dans la définition de E égale à moins gradient de V. Gradient, normalement, c'est un vecteur qui nous donne la direction croissante de la fonction scalaire, mais puisque le champ se déplace vers le sens inverse, on a ajouté le signe moins. Maintenant, une question un peu plus compliquée. En utilisant les invariances, déterminer les coordonnées dont dépend le champ créé par une sphère de rayon R chargée en surface avec sigma égale à A cosinus θ. Donc là, justement, il ne faut pas toujours apprendre par cœur. Chaque fois que j'ai une sphère, le champ est suivant ER, le champ est Q sur 4 pi selon 0R carré. Pas du tout. Donc là, il faut d'abord représenter les charges sur la sphère. Donc vous faites un petit schéma. Voilà, j'ai fait un petit schéma. Il faut savoir qu'il faut utiliser les coordonnées sphériques. En coordonnées sphériques, voilà θ égale à 0. θ égale à 0 et c'est ici. Bon, on a déjà traité cet exercice-là dans le TD. Donc ici, vous avez moins pi sur 2 et vous avez pi sur 2. Et vous savez que cosinus entre moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, il est positif. Donc cette distribution de charge correspond à une sphère dont la moitié supérieure est chargée positivement, la moitié inférieure est chargée négativement. Maintenant, je veux calculer le champ d'un point ici. Est-ce que vous avez maintenant invariance par rotation autour de OZ? Rotation par autour de OZ, ça veut dire faire varier phi. Est-ce que vous avez invariance? Bon, je laisse celui-là à la fin. Est-ce que vous avez invariance par... donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est pas les invariances, pardon. Déterminer les coordonnées, oui, c'est ça. Donc, déterminer les coordonnées. Est-ce que vous avez invariance par variation de θ? Si je change θ, c'est-à-dire vous tournez la sphère dans ce sens-là. Vous êtes là, là vous regardez une partie positive, mais si vous tournez la sphère, à un certain moment, vous allez observer une partie négative. Donc, vous n'avez plus invariance par variation de θ. Est-ce que vous avez invariance par changement de R? Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Ici, vous observez une partie positive. Si vous changez R, vous allez observer une autre distribution de charge. Maintenant, est-ce qu'on a invariance par rotation autour de OZ, c'est-à-dire par variation de phi? Vous tournez la sphère comme ça, autour de l'axe Z. Vous êtes là. Vous allez observer toujours la même distribution de charge. Parce que si vous tournez une sphère autour de cet axe, et vous êtes quelque part en un point quelconque de l'espace, vous allez observer la même sphère. Donc la seule invariance ici, c'est invariance par rapport à phi. Donc le champ va dépendre de R et de θ. Et la réponse, bien sûr, c'est la réponse B. Bien. D'accord? Donc vous n'avez pas invariance
par rapport à R, vous n'avez pas invariance par rapport à θ, mais vous avez invariance par rapport à phi, donc le champ dépendra de R et de θ. Toujours pour la sphère, est-ce que la charge totale est nulle? Bon, c'est facile, vous calculez l'intégrale sigma cosinus θ A cosinus θ entre 0 et θ, parce que θ pour les coordonnées sphériques varie entre 0 et pi, pardon, entre 0 et pi, l'intégrale de sigma entre 0 et pi, bon, ça revient à calculer l'intégrale de cosinus θ d de θ entre 0 et pi, et bien sûr, ça va vous donner 0. Vous avez une partie négative et une partie positive, leur somme est nulle. Donc, la charge totale est nulle, bonne réponse. Là, vous avez plusieurs bonnes réponses. Le flux du champ électrique à travers une sphère de rayon R supérieur n'est pas nul. Bon, là, il suffit de se rappeler du théorème de Gauss. Vous avez une sphère ici. Prenez une sphère quelque part ici, à l'extérieur. Bon, je n'ai pas bien tracé, c'est pas grave. Qu'est-ce que nous dit le théorème de Gauss? Le flux du champ électrique est égal à la charge intérieure. On vient de montrer que la charge intérieure est nulle, donc le flux, il est nul. Donc, c'est une mauvaise réponse. Le champ à l'extérieur de la sphère est nul. Est-ce que le champ à l'extérieur de la sphère, il est nul? Là, il faut faire attention. Le champ n'est pas nul, parce que le champ, il part toujours de la charge positive vers la charge négative. Vous voyez, si je représente ici les lignes du champ, c'est comme si vous avez un dipôle électrique. Donc, le champ, en ce point-là, vous voyez bien que c'est un champ qui n'est pas nul. En ce point, le champ n'est pas nul. Vous voyez? Et il dépend, il a deux composantes, une composante suivant ER et une composante suivant Eθ. Donc, à chaque point de l'espace, le champ a une composante suivant ER et une composante suivant Eθ. Donc, le champ de la sphère est nul, c'est faux, le champ n'est pas nul. Là, il faut faire attention. Le flux, il est nul, mais le champ n'est pas nul. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement, à travers n'importe quelle surface fermée ici, le flux est égal à 0. Ça veut dire le flux est conservatif. Autrement dit, toute ligne de champ qui sort, vous voyez, si je prends cette ligne de champ, voilà, je prends une sphère ici, voilà ma surface de Gauss, vous voyez que toute ligne de champ qui sort, hop, elle rentre quelque part. Là, c'est des lignes de champ rentrant, là, c'est les lignes de champ sortant. Là, ça signifie tout simplement que le flux est conservatif. D'accord? Le champ n'est pas nul, mais le flux, il est nul. Maintenant, est-ce que le champ à l'intérieur de la sphère est nul? Là aussi, il faut faire très très attention. Le champ à l'intérieur de la sphère, d'habitude, vous prenez une sphère, je prends chargé en surface. Qu'est-ce qu'on fait en théorème de Gauss? On dit, voilà, je prends une surface à l'intérieur. Vous écrivez rapidement le flux est égal à 4 pi r carré. Puisque je n'ai pas de charge, le champ est nul. Il est où l'erreur? L'erreur, elle est là. Le flux n'est pas égal à 4 pi r carré fois E. Pourquoi? Parce que le champ n'est pas suivant ER. Le champ que vous avez ici n'est plus suivant ER. Donc, je ne peux plus dire que le flux est égal à E fois 4 pi r carré. Là, il faut faire très très attention. D'accord? Le champ à l'intérieur, au contraire, il va de la charge positive vers la charge négative. Vous allez voir, le champ, il est comme ça. Donc, le champ a une composante suivant Z. Donc là, donc le champ à l'intérieur de la sphère n'est pas du tout nul et on peut même le calculer et on a fait le calcul dans le TD. Bien, toujours de la sphère chargée avec sigma cosinus θ. J'ai déjà répondu pratiquement à cette question-là. Quelle est la direction du champ électrique en un point M quelconque de la sphère? Là, c'est la symétrie. Donc, on vient de le montrer. Maintenant, la symétrie. Est-ce qu'elle est suivant ER, suivant Eθ? Est-ce que la composante suivant EφH est nulle? Aucune réponse. D'abord, je peux éliminer les deux premiers. Pourquoi? Parce que, d'après la sphère, il faudra revenir ici. Voilà les charges. Vous voyez bien que ER n'est plus un axe de symétrie, hein, non plus que Eθ. Donc Eθ, c'est cet axe-là. Donc, voilà. Est-ce que le champ est suivant R? Pas du tout, parce que j'ai plus une distribution à symétrie sphérique. Maintenant, est-ce que la composante du champ suivant EφH est nulle? Pour qu'il soit nul, il faut que le plan ER, ce plan-là, ER Eθ, est un plan de symétrie. Eh bien, c'est le seul plan de symétrie qui nous reste dans ce cas-là. Vous voyez bien que si je vous partage la sphère ici à travers ce plan-là, vous allez voir cette moitié-là est identique à l'autre moitié. Donc, ce plan qui est le plan ER,
ER Eθ est un plan. Tout plan qui contient l'axe OZ et qui passe par le point M, c'est le plan ER Eθ, c'est un plan de symétrie cette fois-ci. Et donc, tout ce que je peux dire, que le champ, la composante du champ suivant Eφ est nulle. D'accord? Vous voyez bien que le plan ER Eφ, cette fois-ci, n'est plus un plan de symétrie. Celui-là n'est plus un plan de symétrie. Parce que l'image, par exemple, de cette charge négative, c'est une charge positive. Par contre, ER Eθ, ça va être un plan de symétrie. Si vous avez une charge positive, de l'autre côté, vous allez avoir une charge positive. Si vous avez une charge négative ici, et bon, la sphère, il faut l'imaginer à 3 dimensions. Vous allez avoir une autre image, une charge négative de l'autre côté. D'accord? Donc, dans ce cas-là, le seul composante est nul, et c'est ce qu'on voit ici sur les lignes de champ. Vous voyez, les lignes de champ, à n'importe quel point de l'espace, le champ A, voilà le champ, il est tangent à la trajectoire. Donc, il a une composante suivant ER et une composante suivant Eθ. Donc, ça, c'est le champ électrique. Bien. Maintenant, on revient, soit une sphère de rayon R chargée en surface. Quelle est la direction du champ électrique créé par cette sphère au centre cette fois-ci? Donc là, on a dit, on a un point à l'extérieur. Donc à l'extérieur, le champ, tout ce qu'on peut dire que la composante du champ est nulle, suivant Eφ, ça veut dire le champ a deux composantes. Il a une composante suivant ER et une composante, le champ il va être quelque part ici dans l'espace. Il va avoir une composante suivant ER et une composante suivant Eθ. Et par symétrie, tout ce qu'on peut dire que sa composante suivant Eφ, elle est nulle. Maintenant, à l'intérieur de la sphère, et uniquement au centre, on vous demande au centre, en ce point. Bon, on pourrait dire on n'importe quel point de l'axe des X. Allons-y. Ça, c'est valable pour n'importe quel point de l'axe des X. Vous avez X, Y, elle est là, et Z, elle est perpendiculaire au plan qui coupe la sphère en deux. Quelle sera la direction? Là, il faut penser au plan d'antisymétrie. Chaque fois que vous avez des charges négatives et des charges positives, et cherchez est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie qui passe par le point où on vous demande de calculer le champ. Ici en particulier le champ, le centre O. Vous voyez bien que le plan qui coupe la sphère en deux comme ça, et ça c'est le plan XY, c'est un plan d'antisymétrie. Parce que l'image de chaque charge négative, ici, vous avez une charge négative, son image c'est une charge positive. Une charge négative, son image c'est une charge positive. Donc obligatoirement, le champ va être perpendiculaire à ce plan et il va être suivant l'axe Z et la bonne réponse, c'est celui-là. On peut même déterminer le sens, il va de la charge positive vers la charge négative, suivant moins Z pour être plus exact. D'accord? Et ça c'est valable d'ailleurs pour n'importe quel point ici, parce que ce plan-là, partout c'est un plan d'antisymétrie. Donc vous voyez bien que le champ à l'intérieur de la sphère va être suivant l'axe Z. Bon, dernière question que je vais corriger dans cette vidéo, c'est la suivante. Au sommet d'un carré de 1 mètre de côté, il y a 4 charges. Bon, question très classique dans les QCM de l'électrostatique. Bon, dans ce type de question, il suffit, je vous conseille de prendre toujours d'abord la symétrie. Bon, mais des fois, vous pouvez répondre par symétrie, des fois juste par calcul. Par exemple ici, on voit que, bon, on vous donne bien sûr plusieurs réponses. Bon, il suffit de savoir que le champ créé par une charge positive, c'est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur. Pour une charge négative, il est dirigé vers la charge. Donc, je calcule le champ au centre. Voilà le champ créé par la charge D. Il est dirigé de la charge D vers l'extérieur. Le champ créé par la charge B, il est dirigé de la charge vers l'extérieur. J'ai la même distance, même charge, donc la somme des deux égale à 0. Donc ces deux-là, ils ne vont pas contribuer. Maintenant, le champ créé par la charge moins 5, il est dirigé de la charge vers et toujours le champ est dirigé vers la charge. Maintenant, le champ créé par la charge plus 1, ça va être dirigé de la charge vers l'extérieur. Donc vous voyez, donc les deux, ils sont dirigés de A vers C. Donc je ne garde que les A vers C. Donc je barre de C vers A, je barre de D vers B, et il me reste deux réponses. Je vais voir s'il y a une des deux qui est correcte. Eh bien, la même chose, je rappelle le champ créé par une charge, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 r carré U. U c'est le vecteur unitaire dirigé de la charge vers l'extérieur. Par exemple, pour le champ créé par la charge 1 kV, voilà U. Mais pour la charge moins 5, voilà le vecteur U'.
U'. Par exemple, si je veux calculer le champ créé par la charge moins 5, ce sera Q, la charge Q au point C, sur 4 pi epsilon 0 carré fois U'. Mais comme moins U', c'est U, vous voyez bien ces deux vecteurs ils sont opposés, donc ça revient à 5 sur 4 pi epsilon 0 R carré. Donc le champ total, faites attention, c'est 1 plus 5. 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9, 10 puissance 9. Le rayon, c'est 1 mètre. Donc 1 mètre, c'est le diamètre. Mais la moitié du diamètre, le diamètre d'un carré, c'est A racine de 2. Donc je vous rappelle, le diamètre d'un carré, c'est A racine de 2. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Bon, ça vient d'un triangle rectangle, A carré plus A carré égale X carré. Donc X égale A racine de 2. La moitié, c'est A racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2 au carré, c'est 1 demi. Donc 1 demi, lorsque je remonte au dénominateur, ça va vous donner 2 sur 1. Ensuite, Q1 plus Q2, faites très attention, c'est Q1 plus Q2 qu'il faut faire ici, et non pas 1 moins 5. C'est ça l'erreur. Si vous faites 1 moins 5, vous allez trouver 72 volts. Et vous allez penser que c'est une bonne réponse. Pas du tout. Donc notez bien ici, c'est... vous voyez bien que E1 et E-5, si je leur fais la somme, c'est 1 plus 5 et non pas 1 moins 5. Parce que les deux, ils ont le même sens. Et si vous faites ce calcul, vous voyez, on n'a pas besoin de calculatrice. 5 plus 1, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12. 12 divisé par 9, ça vous donne 108. 108, 10 puissance 3, et ça vous donne la réponse D. Donc voilà pour cette première partie. Bon, voilà, si, comme j'ai dit au départ, s'il y a des étudiants qui sont intéressés par la suite, qu'ils m'envoient leur mail, on peut peut-être construire des groupes et travailler ensemble. Ça m'évite d'écrire parce que s'il y a beaucoup de temps pour rédiger toutes ces formules. Bon courage, mais vous avez la grande partie de questions, ils sont déjà traitées dans les TD qui se trouvent sur la chaîne. Eh bien, bon courage et à très bientôt pour la suite.